Et si la plus grande erreur de votre vie avait été de prétendre ne pas l'aimer? David Whitmore avait engagé R. Morgan pour jouer le rôle de sa femme pendant 1 an. Pas de sentiments, pas d'effleurement qui s'éternise. Mais lorsqu'il la vit sourire à un autre homme, quelque chose de sauvage s'éveilla en lui. Jalousie. Désir. Possessivité. Et cette nuit-là, quand leurs lèvres se rencontrèrent enfin, ils surent tous deux la vérité, ce mensonge était devenu la réalité la plus dangereuse de leur vie. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous à la chaîne, laissez un j'aime et devenez membre pour obtenir un accès anticipé aux prochaines histoires. Et si vous avez senti que cela valait vraiment la peine d'être écouté, cliquez également sur le bouton au Super Thanks. Votre geste fait toute la différence et nous aide à continuer à vous apporter des histoires qui vous émeuvent. David Whitmore se tenait devant les immenses baies vitrées de son bureau au 42e étage, Manhattan s'étendant sous ses pieds comme un royaume qu'il avait bâti de ses propres mains. La ville vibrait de vie, d'ambition, de pouvoir, tout ce qu'il comprenait, tout ce qu'il contrôlait. Mais ce jour-là, le contrôle lui glissait entre les doigts comme du sable fin. 30 jours, David. La voix de son avocat résonnait dans son esprit, clinique et implacable. Si vous n'êtes pas marié avant votre 35e anniversaire, le contrôle des propriétés Whitmore revient à votre tante Helena. Vous savez qu'elle démantèlera tout ce que votre père a construit. Il serra les poings. Le testament était un piège, une ultime tentative de son père pour le forcer à se ranger, à devenir l'homme qu'il ne serait jamais. David ne croyait pas à l'amour. Il croyait aux chiffres, aux contrats, aux clauses bien rédigées. L'amour était une illusion vendue dans les films et les romans de gare. Alors, il ferait ce qu'il faisait toujours, résoudre le problème comme une transaction commerciale. 3 semaines plus tard, il trouva la solution. Elle s'appelait R. Morgan, et elle était assise de l'autre côté de son bureau en acajou, les mains jointes sur ses genoux, les épaules tendues comme si elle s'apprêtait à fuir. Mais elle ne fuirait pas. Il le savait. Il avait vu le désespoir dans ses yeux dès qu'elle était entrée. Le genre de désespoir qui transforme les gens fiers en négociateurs silencieux. David l'étudia avec la même froideur qu'il analysait les rapports financiers. Des cheveux bruns foncés tombaient en ondulations naturelles sur ses épaules, encadrant un visage aux traits délicats mais forts. Elle ne portait pas de maquillage excessif. Juste une touche légère qui faisait ressortir la couleur ambrée de ses yeux, des yeux qui brillaient d'un mélange d'orgueil blessé et de besoin urgent. Elle portait une simple robe vert olive qui contrastait avec l'opulence du bureau. Elle n'essayait pas d'impressionner, ne prétendait pas être ce qu'elle n'était pas, et pour une raison qu'il ne pouvait expliquer, cela le dérangeait plus que de raison. Donc, commença-t-il, sa voix contrôlée et professionnelle, vous comprenez les termes? Releva les yeux et, pour la première fois, leurs regards se croisèrent vraiment. Ce fut comme un éclair fendant l'air entre eux, un courant électrique qui fit sauter un battement au cœur de David. Il cligna des yeux, repoussant cette sensation. Impossible. Je comprends, répondit-elle, la voix ferme mais un peu rauque. 1 an. Un mariage sur papier. Pas d'implication réelle. Et à la fin, vous me versez assez pour sauver la pépinière de ma famille. Exactement. Il s'adossa dans son fauteuil, croisant les bras. Vous emménagez dans mon appartement. Nous apparaissons ensemble aux événements publics. Nous convainquons ma famille que c'est réel, aussi simple que cela. Simple, répéta-t-elle, mais il y avait une pointe d'ironie dans sa voix. Elle se mordit la lèvre inférieure, un geste inconscient qui fit tomber le regard de David sur sa bouche. Des lèvres pleines, naturellement roses, sans rouge à lèvres. Il imagina, une fraction de seconde, ce que ce serait de les embrasser, et l'image le prit totalement au dépourvu. Il s'éclaircit la gorge, chassant cette pensée. Des questions? Hésita. Puis, d'une voix plus basse, presque vulnérable, elle demanda. Pourquoi moi? Vous auriez pu choisir n'importe quelle femme à New York. Des mannequins, des mondaines, quelqu'un qui s'intégrerait mieux à votre monde. David la fixa un long moment. La vérité, c'est qu'il ne le savait pas lui-même. Son assistant avait présenté 5 candidates, toutes parfaitement convenables. Mais quand il avait vu le CV d'art paysagiste talentueuse, propriétaire d'une pépinière familiale en difficulté, aucune connexion avec l'élite de Manhattan, quelque chose en lui avait cliqué. Elle était une outsider. Elle ne voulait rien de lui, sauf l'argent. Elle n'essaierait pas de transformer cela en quelque chose de plus. Du moins, c'est ce qu'il pensait. Parce que vous ne vous attacherez pas,
répondit-il froidement. Vous savez que c'est une affaire. Vous ne créerez pas d'attente. Une ombre passa dans son regard, de la douleur peut-être, ou de la déception, mais elle hocha la tête. Vous avez raison. Elle tendit la main, formelle, pour sceller l'accord. David regarda cette main délicate, les longs doigts, les ongles courts et propres, des mains qui travaillaient la terre, qui créaient la vie là où il n'y en avait pas. Il prit sa main. Et le monde s'arrêta. Le contact fut une étincelle. Sa peau était douce, mais ses paumes présentaient une légère rugosité, marque d'une vie de travail honnête. Ses doigts s'enroulèrent autour des siens, et il sentit la chaleur irradiée du point de contact, remonter le long de son bras, se répandre dans sa poitrine. Elle le sentit aussi. Il le vit dans ses yeux, la façon dont ses pupilles se dilatèrent, la façon dont son souffle se coupa un instant. Ils restèrent ainsi, mains jointes, regards verrouillés, l'air entrevibrant de quelque chose qu'aucun des deux ne voulait nommer. David relâcha sa main brusquement, comme s'il s'était brûlé. « Je vous enverrai le contrat pour relecture, » dit-il, la voix plus rauque que prévu. « Emménagez d'ici vendredi. » Art se leva, ajustant son sac sur son épaule, mais avant de partir, elle tourna la tête et ses yeux rencontrèrent les siens une fois de plus. « David, » dit-elle doucement, « vous avez peut-être l'habitude de tout contrôler, mais certaines choses ne se contrôlent pas. » Puis elle partit. David resta seul dans le bureau, le silence pesant sur lui comme une présence physique. Il regarda sa propre main, sentant encore la chaleur de son toucher, la texture de sa peau contre la sienne. Pour la première fois depuis des années, David Whitmore ressentait quelque chose qu'il ne pouvait ni calculer, ni prédire, ni commander. Et cela le terrifiait. Art franchit le seuil du penthouse de David pour la première fois un vendredi soir, portant seulement 2 valises et une caisse de plantes. Le portier l'avait aidé avec les bagages, mais elle avait insisté pour porter la caisse elle-même, la tenant contre sa poitrine comme si elle protégeait quelque chose de sacré. Quand la porte s'ouvrit, elle se figea. L'appartement était vaste, moderne, impeccable et totalement dépourvu d'âme. Des murs blancs, des meubles minimalistes dans des nuances de gris et de noir, des lignes droites et des surfaces étincelantes qui reflétaient la lumière froide des spots encastrés. Tout était précis, calculé, sans un seul objet déplacé. Cela ressemblait plus à une salle d'exposition de magazines d'architecture qu'à un foyer. David était dans la cuisine, dos à elle, portant un pantalon de costume sombre et une chemise blanche aux manches retroussées jusqu'au coude. Il se versait un whisky dans un verre en cristal, ses mouvements lents et contrôlés. Entendant la porte se refermer, il se retourna. Leurs yeux se rencontrèrent à travers l'espace ouvert. Pendant un instant, aucun ne dit rien. Art sentit son cœur s'emballer, le même courant électrique qu'elle avait ressenti dans le bureau parcourant sa colonne vertébrale. Il l'observait avec une intensité qui la faisait se sentir exposée, vulnérable, comme s'il pouvait voir à travers les murs qu'elle avait érigés autour d'elle. « Votre chambre est au fond du couloir, à gauche, » dit-il enfin, la voix neutre, presque distante. La dernière porte. Elle a une salle de bain privée. Vous avez une totale liberté d'utiliser la cuisine, le salon, le bureau. Ne touchez juste pas à mes affaires. Compris, répondit-elle, essayant de garder une voix stable. Il prit une gorgée de whisky, ses yeux toujours fixés sur elle. Demain, nous dînons avec ma tante Helena. Elle voudra nous interroger, alors soyez prête. Cela doit avoir l'air réel. Hocha la tête. Puis, serrant plus fort la caisse de plantes, elle commença à marcher vers le couloir, mais elle s'arrêta à mi-chemin, se tournant pour lui faire face. « David, ce n'est peut-être qu'un contrat pour vous, mais tant que je serai ici, je vais faire en sorte que ça en vaille la peine. Je ne ferai pas semblant d'être quelqu'un que je ne suis pas, mais je ne laisserai pas non plus cela ressembler à une mascarade bon marché. » Il haussa un sourcil, presque amusé. « Et que suggérez-vous ? Que nous essayions au moins de nous connaître. Ça n'a pas besoin d'être de l'amitié, mais si nous devons convaincre les gens que nous sommes un couple, nous devons connaître les bases l'un sur l'autre. » David l'étudia un long moment, puis esquissa un demi-sourire, petit mais sincère. « D'accord. Demain matin, petit déjeuner ensemble, sans distraction. » Marché conclu, dit-elle, avant de se diriger finalement vers la chambre. En déballant ses affaires, Art tenta de traiter l'étrangeté de la situation. Elle vivait avec un homme qu'elle connaissait à peine, un homme qui l'avait engagée comme une employée, et pourtant, chaque fois que leurs yeux se croisaient, quelque chose se tordait en elle,
quelque chose de chaud et de dangereux qu'elle ne pouvait nommer. Elle secoua la tête, chassant ses pensées, et commença à répartir les plantes dans la pièce. Des fougères à la fenêtre, des succulentes sur la table de chevet, un lierre suspendu dans le coin. La verdure apporta de la vie à l'espace stérile, et peu à peu, la chambre commença à ressembler moins à une cellule de luxe et plus à un refuge. Le lendemain matin, Har se réveilla avec l'odeur du café frais. Elle enfila un pantalon de survêtement confortable et une chemise trop grande, releva ses cheveux en un chignon désordonné et marcha pieds nus jusqu'à la cuisine. David était assis à la table en marbre, lisant quelque chose sur sa tablette, une tasse de café noir à côté de lui. Il portait un simple t-shirt gris et un pantalon de pyjama, ses pieds nus également. C'était la première fois qu'elle le voyait ainsi, décontracté, désarmé, presque humain. Il leva les yeux quand elle entra. Pendant une fraction de seconde, son regard glissa sur son corps, observant les contours doux sous les vêtements amples, les cheveux en bataille, les yeux encore ensommeillés. Quelque chose changea dans son expression, une lueur fugace, une tension dans sa mâchoire. « Bonjour, dit-elle, la voix rauque de sommeil. « Bonjour, répondit-il en désignant la cafetière. « J'ai fait du café. Je ne sais pas comment vous l'aimez. »« Fort et sans sucre, » dit-elle en se versant une tasse et en s'asseyant sur la chaise en face de lui. Ils restèrent assis en silence quelques instants, buvant simplement leur café, le bruit de la ville qui s'éveillait dehors remplissant l'espace entre eux. Alors, commença David en posant sa tablette. « Dites-moi, que fait une paysagiste à part planter des fleurs ?» Har sourit, surprise par la question. « Je ne fais pas que planter des fleurs. Je crée des environnements, des espaces qui respirent, qui ont de la vie. Chaque jardin raconte une histoire, celle de la personne qui y vivra, des saisons qui le traverseront. Ce n'est pas juste de l'esthétique. C'est de la connexion. » Il l'observait avec une attention réelle, ses yeux sombres fixés sur les siens. « Vous avez toujours voulu faire ça ? » ?»« Toujours. Mon père m'a tout appris. Il disait que les plantes comprennent le cœur des gens mieux que les gens eux-mêmes. » Elle marqua une pause, une ombre passant sur son visage. « Quand il est tombé malade, j'ai réalisé que la pépinière était plus qu'une entreprise. C'était son âme. Et je ne pouvais pas la laisser mourir. » David hocha lentement la tête. Il y avait quelque chose dans sa façon de parler avec passion, avec douleur, avec amour qui le touchait d'une manière inattendue. Il n'avait jamais parlé de rien avec cette intensité. Tout dans sa vie était transaction, stratégie, profit. Mais elle créait de la beauté là où il n'y avait rien. « Et vous ?» demanda Har en se penchant légèrement en avant. « Que fait David Whitmore quand il ne bâtit pas des empires ?» Il hésita. Personne ne lui avait jamais posé cette question, ou peut-être n'avait-il jamais prêté assez d'attention pour répondre honnêtement. « Rien, admit-il finalement. Je travaille. C'est tout ce que je sais faire. » Ça ne peut pas être vrai. Il doit y avoir quelque chose que vous appréciez, quelque chose que vous faites juste parce que vous en avez envie, pas parce que vous le devez. David la regarda, ses yeux s'adoucissant. « L'architecture. Avant de reprendre l'entreprise, je voulais dessiner des maisons. Pas des gratte-ciels commerciaux ou des complexes de bureaux. De vraies maisons, des endroits où les gens pourraient vraiment vivre. » Har sourit, un sourire lent et authentique qui illumina tout son visage. « Alors nous ne sommes pas si différents après tout ? » Peut-être pas, murmura-t-il. Et pour la première fois, il s'autorisa à la regarder vraiment, non pas comme une employée, non pas comme une partie d'un plan, mais comme une femme. Et ce qu'il vit le désarma complètement. Plus tard ce jour-là, alors qu'Har arrosait une fougère dans le salon, David passa près d'elle en allant vers son bureau. Il s'arrêta, l'observant en silence. Elle lui tournait le dos, penchée sur la plante, ses cheveux glissant sur son épaule, ses mains délicates ajustant soigneusement les feuilles. Sans réfléchir, il s'approcha. Il tendit la main et, lentement, prit une mèche de cheveux qui était tombée sur son visage pour la remettre derrière son oreille. Har se figea. Elle tourna lentement le visage, et leurs yeux se rencontrèrent à quelques centimètres l'un de l'autre. La main de David était toujours près de son visage, ses doigts effleurant légèrement la peau douce de sa joue. Aucun d'eux ne respirait. « Vous aviez des cheveux dans les yeux, dit-il, la voix plus basse, plus rauque. »« Merci, » chuchota-t-elle. Ils restèrent ainsi, piégés dans ce moment impossible, l'air entre si chargé qu'il semblait que le moindre mouvement pourrait l'enflammer. Puis David se recula,
la mâchoire serrée, et s'éloigna sans rien dire d'autre. Art resta seul dans le salon, le cœur battant de façon erratique, la peau picotant encore là où il l'avait touchée. Et elle sut avec une certitude absolue que c'était loin d'être juste un contrat. La limousine glissait dans les rues illuminées de Manhattan, les emmenant vers le grand Plaza Hotel où se tenait le gala de charité le plus prestigieux de la saison. Art regardait les lumières de la ville par la fenêtre, essayant de calmer la nervosité qui dansait dans son estomac. C'était leur première apparition publique en tant que couple. Elle portait une robe que David avait fait envoyer à l'appartement cet après-midi-là, une pièce en satin couleur champagne avec de fines bretelles et un décolleté modeste qui épousait ses courbes avec élégance, sans être osé. Le tissu glissait sur sa peau comme de l'eau, reflétant la douce lumière à l'intérieur de la voiture. Elle avait relevé ses cheveux en un chignon bas et lâche, laissant quelques mèches encadrer son visage. Son maquillage était doux, naturel, mettant juste en valeur ses yeux ambrés et ses lèvres roses. David était assis à côté d'elle, le regard fixé sur son téléphone, vérifiant ses emails avec la même froideur professionnelle que toujours. Il portait un smoking impeccable, le tissu noir contrastant avec la chemise blanche immaculée, le nœud papillon parfaitement ajusté. Il avait l'air sculpté dans le marbre, beau, intouchable, distant. Mais alors, il leva les yeux et la vit. L'air quitta ses poumons comme s'il avait reçu un coup de poing. Il l'observa lentement, ses yeux voyageant de ses chaussures à talons fins jusqu'à son visage délicat, s'attardant sur les courbes douces que la robe suggérait sans révéler. Elle n'essayait pas d'impressionner. Elle n'en avait pas besoin. Elle était éblouissante. « Tu es. » commença-t-il, mais sa voix se brisa. Il s'éclaircit la gorge. « Tu es magnifique. » Art tourna son visage vers lui, ses yeux rencontrant les siens dans la pénombre de la voiture. Une douce rougeur monta à ses joues. « Merci, murmura-t-elle. Vous êtes très élégant aussi. » Il faillit sourire. Faillit. Au lieu de cela, il tendit la main, prenant la sienne doucement. « Tu te souviens des règles ? Sourire ? Faire signe de la main ? Prétendre que je suis amoureuse de toi ? Récita-t-elle, mais il y avait une pointe d'ironie dans sa voix. Ça ne devrait pas être si difficile. Quelque chose passa dans son regard. De la surprise, peut-être, ou quelque chose de plus dangereux. Il pressa légèrement sa main, son pouce caressant l'intérieur de son poignet, là où son pouls battait rapidement. Il le sentit. Elle savait qu'il le sentait. « On verra bien, » dit-il, la voix basse, presque un défi. Quand ils sortirent de la voiture, les flashs des appareils photo explosèrent autour d'eux. Les photographes criaient le nom de David, lui demandant de regarder par ici, par là, mais il ne lâcha pas la main d'Art. Au contraire, il la tira plus près, sa main glissant dans le creux de ses reins, ses doigts s'étalant sur le tissu chaud de la robe. Elle sentit le contact comme une marque au fer rouge. Chaque point où ses doigts pressaient contre sa peau à travers le fin tissu vibrait d'une conscience aiguë, presque douloureuse. Elle leva les yeux vers lui, et il la regarda en retour, ses yeux sombres intenses, possessifs. « Souris » chuchota-t-il contre son oreille, sa bouche si proche qu'elle sentit la chaleur de son souffle sur sa peau. « Tu es ma femme maintenant. » Un frisson parcourut son échine, mais elle obéit, souriant aux caméras alors qu'il marchait vers l'entrée de l'hôtel. À l'intérieur de la salle de gala, l'atmosphère était opulente. Des lustres en cristal pendaient du haut plafond, des tables couvertes de nappes en lin blanc, des fleurs exotiques en arrangements élaborés, et des centaines d'invités vêtus de leurs plus beaux atours, parlant, riant, buvant du champagne dans des flûtes en cristal. David la guida à travers la foule avec sa main toujours dans son dos, la présentant à des cadres, des hommes d'affaires, des mondains. Elle souriait, saluait, faisait semblant d'appartenir à ce monde de luxe et de superficialité. Mais à l'intérieur, elle se sentait comme une intruse, une impostrice vêtue de soie. C'est alors que c'est arrivé. Un homme grand aux cheveux blonds et au sourire charmeur s'approcha d'eux. Il portait un costume bleu marine bien coupé et tenait une flûte de champagne avec des involtures. « David Whitmore » dit l'homme en tendant la main. « Marcus Hale. Nous nous sommes rencontrés à la conférence sur l'investissement l'année dernière. » David lui serra la main avec une froideur professionnelle. « Marcus. Ravi de vous revoir. » Mais alors, les yeux de Marcus se tournèrent vers Art, et ils y restèrent. Il l'observa avec une appréciation claire, presque prédatrice, ses yeux glissant sur son visage, descendant dans son cou, sur ses épaules, sur la silhouette délicate de la robe. Il sourit d'un sourire lent et confiant.
Et qui est cette beauté? Demanda Marcus, la voix douce comme du velours. Avant que David ne puisse répondre, Har tendit la main. Har Whitmore. La femme de David. Marcus prit sa main, et au lieu de la serrer, la porta à ses lèvres, embrassant ses doigts avec une révérence exagérée. Enchanté, Madame Whitmore. David est un homme chanceux. Har sourit poliment, mais essaya de retirer sa main. Marcus la retint une seconde de plus, ses yeux rencontrant les siens avec une intention claire. Et ce fut à ce moment-là que David sentit quelque chose de sombre et primitif s'éveiller en lui. La jalousie. Il n'avait jamais été jaloux auparavant, ne s'était jamais soucié assez de quiconque pour le ressentir. Mais maintenant, voyant la main d'un autre homme tenir celle d'Har, voyant le regard effronté de Marcus sur elle, quelque chose de féroce et possessif explosa dans sa poitrine. Sans réfléchir, David glissa son bras autour de la taille d'Har et la tira contre son corps, la pressant contre son flanc avec une fermeté sans équivoque. Sa main s'étala sur sa hanche, ses doigts pressant légèrement, marquant son territoire. « Oui, » dit David, la voix basse et dangereuse. « Je suis un homme chanceux. » Marcus comprit le message. Il sourit, leva son verre en un toast silencieux et s'éloigna. Har tourna son visage vers David, les yeux écarquillés, confus. « C'était quoi ça ?» « Ça, » dit-il, la mâchoire serrée, c'était un homme qui ne sait pas reconnaître les limites. Il était juste poli. Il te dévorait des yeux. Elle cligna des yeux, surprise par l'intensité dans sa voix. « David, tu es jaloux ?» Il la fixa, ses yeux sombres brûlants. Il ne répondit pas. Il n'en avait pas besoin. La réponse était là, dans la façon dont il la tenait encore contre lui, dans la façon dont son cœur battait rapidement contre ses côtes, dans la façon dont il la regardait comme s'il voulait repousser le monde entier et la garder juste pour lui. « Viens, » dit-il en prenant sa main. « Dansons. » Il la conduisit sur la piste de danse, où d'autres couples glissaient déjà au son d'une valse douce. Il plaça une main sur sa taille, l'autre tenant sa main, et la tira tout contre lui, plus près que la danse ne l'exigeait, plus près qu'il n'était convenable. Leurs corps se touchaient en des points impossibles à ignorer, sa poitrine effleurant la sienne à chaque respiration, leurs hanches s'alignaient. Sa main, étalée dans son dos, brûlait à travers le fin tissu de la robe. Ils commencèrent à danser, bougeant en parfaite synchronisation, comme s'ils avaient fait cela 1000 fois auparavant. Mais ce qui dominait n'était pas les pas. C'était la tension, la conscience aiguë de l'autre, le désir pulsant entre eux comme un cœur vivant. Har leva les yeux vers lui et leurs regards se croisèrent. Il l'observait avec une intensité qui lui fit oublier de respirer. « Pourquoi as-tu fait ça ?» demanda-t-elle, la voix basse, presque un murmure. « Pourquoi as-tu agi comme si j'étais vraiment à toi ?» David la fit tourner, puis la ramena vers lui, encore plus près. Ses lèvres étaient à quelques centimètres des siennes maintenant, si proches qu'elle pouvait sentir la chaleur de son souffle sur sa bouche. Parce qu'à ce moment-là, chuchota-t-il, ses yeux tombant sur ses lèvres, je voulais que ce soit vrai. Le cœur d'Har s'arrêta. Le monde autour d'eux disparut. Il n'y avait que lui, ses yeux sombres brûlant dans les siens, sa main chaude dans son dos, son corps ferme pressé contre le sien. Il allait l'embrasser. Elle le savait. Elle pouvait le voir dans la façon dont il inclinait la tête, dans la façon dont ses yeux se fermaient légèrement, dans la façon dont ses lèvres s'approchaient des siennes, millimètre par millimètre. Mais alors, la musique s'arrêta. David se recula brusquement, la mâchoire serrée, la respiration inégale. Il lâcha sa main comme s'il s'était brûlé. « Désolé, » murmura-t-il. « Je me suis laissé emporter. » Et avant qu'elle ne puisse répondre, il se tourna et disparut dans la foule. Har resta seul sur la piste de danse, son corps vibrant encore de son contact, son cœur battant hors de contrôle, ses lèvres picotant de l'anticipation d'un baiser qui avait failli arriver. Et elle sut avec une certitude absolue que rien de tout cela n'était plus de la comédie. La semaine suivante se déroula dans une étrange danse de proximité et de distance. David partait tôt pour le bureau et rentrait tard, évitant Har chaque fois que possible. Elle le remarquait. Elle sentait son absence comme une présence fantôme dans l'appartement vide, comme s'il fuyait quelque chose qu'aucun d'eux n'avait le courage de nommer. Mais ce jeudi après-midi-là, tout changea. Arrêtée dans le salon, arrangeant un vase de lys blanc qu'elle avait acheté au marché aux fleurs, quand elle entendit la clé tourner dans la serrure. Elle regarda l'horloge. 14 heures. David ne rentrait jamais aussitôt.
La porte s'ouvrit et il entra, le visage tendu, les épaules rigides. Derrière lui vint une femme élégante aux cheveux gris parfaitement coiffés, portant un tailleur Chanel impeccable et un sac à main de créateur. Ses yeux étaient tranchants comme des lames, scannant l'environnement avec une désapprobation à peine dissimulée. « Ah » dit David, la voix contrôlée mais avec une pointe d'urgence. « Voici ma tante, Eleanor Whitmore. » Le cœur d'Art s'emballa. Eleanor. La femme qui essaierait de prendre le contrôle de l'entreprise si le mariage ne semblait pas réel. La femme qu'il devait convaincre à tout prix. Art essuya ses mains sur le tablier qu'elle portait et s'approcha, tendant la main avec un sourire poli. « Madame Whitmore, quel plaisir de vous rencontrer enfin. David parle de vous tout le temps. » Eleanor lui serra la main froidement, ses yeux voyageant sur Art de la tête aux pieds, évaluant, jugeant. « C'est intéressant. Il ne m'a jamais parlé de vous jusqu'au jour du mariage. Plutôt soudain, ne trouvez-vous pas ?» La tension dans l'air était palpable. Art sentit le regard de David sur elle, attendant, observant comment elle réagirait. Elle sourit. Un sourire doux mais sincère. Parfois, les meilleures choses de la vie arrivent quand on s'y attend le moins. Quand j'ai rencontré David, c'était comme si tout prenait sens pour la première fois. Eleanor haussa un sourcil, clairement sceptique. Comme c'est romantique. Et où vous êtes-vous rencontrés, exactement ? À la pépinière de ma famille, répondit Art sans hésitation. David cherchait des plantes pour le hall d'un de ses immeubles. Je l'ai aidé à choisir et nous avons fini par parler pendant des heures. Il est revenu le lendemain, et le lendemain, et le surlendemain. David la regardait avec une expression illisible. Elle improvisait, créant une histoire sur laquelle il ne s'était jamais mis d'accord, mais d'une certaine manière. Cela sonnait vrai. Cela ressemblait à quelque chose qui aurait pu arriver dans un autre univers, dans une autre vie. Murmura Eleanor, marchant dans le salon, ses yeux examinant chaque détail. Elle s'arrêta en voyant les plantes dispersées dans chaque coin. Fougères, succulentes, orchidées, lierres suspendues. Vous avez certainement apporté de la vie à cet endroit. David a toujours eu une préférence pour les environnements plus stériles. Il avait juste besoin de quelqu'un pour lui montrer que la beauté peut être fonctionnelle aussi, dit Art en se déplaçant pour se tenir aux côtés de David. Elle toucha légèrement son bras, un geste décontracté, mais l'électricité entre eux était indéniable. Il fait toujours semblant de ne pas aimer les plantes, mais dès qu'il pense que je ne regarde pas, il arrose les succulentes. David tourna la tête vers elle, les yeux écarquillés, surpris. Elle avait menti. Il n'avait jamais touché aux plantes. Mais il y avait quelque chose dans la façon dont elle le regardait avec une affection sincère, avec complicité qui lui donnait envie que ce soit vrai. Eleanor observait l'interaction avec une attention de faucon. « Et vous dormez ensemble, je présume. » Le silence tomba comme un lourd rideau. Art sentit le sang monter à ses joues. Elle et David dormaient toujours dans des chambres séparées, comme le contrat le stipulait. Mais Eleanor ne pouvait pas le savoir. Avant que David ne puisse répondre, Art rit, un rire doux, presque timide. « Madame Whitmore, avec tout le respect que je vous dois, notre vie intime est. Eh bien, intime. » Elle se tourna vers David et, sans prévenir, plaça sa main sur sa nuque, l'attirant vers le bas. Ses lèvres effleurèrent sa joue dans un baiser rapide, mais assez proche de sa bouche pour sembler être plus que ce qu'il était. Puis elle ajusta doucement sa cravate, ses doigts glissant sur le tissu, s'attardant plus longtemps que nécessaire. « Ta cravate est encore de travers, » murmura-t-elle, ses yeux rencontrant les siens avec une fausse intimité qui semblait dangereusement réelle. David se figea. Il sentit son contact comme du feu, ses doigts doux contre son cou, son souffle si proche qu'il pouvait sentir le doux parfum de lavande et quelque chose d'autre, quelque chose qui n'était qu'elle. Le baiser sur sa joue brûlait plus que n'importe quel contact précédent, et la façon dont elle le regardait maintenant, comme s'il était la seule personne au monde, fit se serrer quelque chose dans sa poitrine. Il plaça sa main sur la sienne, la tenant contre son torse, là où son cœur battait de façon erratique. « Merci, mon amour, dit-il, la voix plus basse, plus rauque que prévu. Eleanor observa avec des yeux plissés. Puis, finalement, elle hocha la tête. « Eh bien, je vois que vous êtes convaincant. J'espère vous voir au dîner de dimanche. Toute la famille sera là. Ce sera une bonne occasion de mieux connaître la nouvelle Madame Whitmore. » Nous y serons, l'assura David.
Eleanor dit au revoir froidement et partit, les laissant seuls dans le lourd silence de l'appartement. Dès que la porte se referma, A relâcha le souffle qu'elle avait retenu. Elle s'écarta de David, ses mains tremblant légèrement. Désolé. J'avais besoin de rendre ça crédible. David ne bougea pas. Il l'observait avec une intensité qui la faisait se sentir nue, exposée. Tu as été incroyable. Elle le regarda, confuse. J'ai juste fait ce qu'il fallait faire. Non, dit-il en faisant un pas vers elle. Tu as fait plus que ça. Tu as fait en sorte que ça semble vrai. Il était proche maintenant, si proche qu'elle dut pencher la tête en arrière pour regarder dans ses yeux. Leur respiration était rapide, l'air entrechargé, vibrant. David, commença-t-elle, mais il l'interrompit. Il leva la main, ses doigts touchant sa mâchoire avec une douceur qui la surprit. Il traça la ligne de son visage lentement, comme s'il mémorisait chaque courbe, chaque angle. Son pouce effleura ses lèvres, et elle sentit le contact dans chaque terminaison nerveuse de son corps. Ne fais pas ça, chuchota-t-il, la voix rauque, presque désespérée. Faire quoi, demanda-t-elle, la voix tremblante. Me donner envie que ce soit réel. Le temps s'arrêta. Ils se fixèrent, piégés dans ce moment impossible, voyant refléter dans les yeux de l'autre toutes les peurs, tous les désirs qu'ils avaient essayé de nier. A ferma les yeux, essayant de reprendre le contrôle. Mais quand elle les rouvrit, il était toujours là, la regardant comme s'il pouvait voir à travers elle, comme s'il voulait la dévorer et en même temps la protéger de tout. Et si je le voulais? Chuchota-t-elle, à peine capable de former les mots. Et si je voulais que ce soit réel? Sa mâchoire se crispa. Ses yeux tombèrent sur sa bouche. Il se pencha, si lentement que cela semblait être une torture, jusqu'à ce que leurs visages soient à quelques millimètres l'un de l'autre. Elle pouvait sentir la chaleur de son souffle sur ses lèvres. Elle pouvait voir chaque détail de ses yeux sombres, chaque cil, chaque reflet doré. Il allait l'embrasser. Enfin. Pour de vrai. Mais alors, avec un effort visible, il se recula. Je ne peux pas, dit-il, la voix brisée. Si je commence, je ne pourrai pas m'arrêter. Il lui tourna le dos et marcha vers le bureau, fermant la porte avec force. A resta seule dans le salon, le corps tremblant, le cœur brisé en 1 million de morceaux. Elle porta sa main à ses lèvres, touchant l'endroit où il avait failli l'embrasser, sentant encore le fantôme de son contact sur sa peau. Et pour la première fois depuis la signature de ce contrat, elle se demanda si elle pourrait survivre un an à prétendre quelque chose qui, pour elle, était déjà complètement réel. Dimanche arriva enveloppé de nuages gris menaçants de pluie. Ar se tenait devant le miroir de sa chambre, ajustant la robe bleu marine qu'elle avait choisie pour le dîner avec la famille Whitmore. Elle était élégante mais discrète, avec des manches 3/4 et arrivant aux genoux, assez respectueuse pour une réunion de famille, mais assez jolie pour ne pas avoir l'air d'essayer de disparaître. Elle attacha ses cheveux en une queue de cheval basse, laissant quelques mèches libres pour encadrer son visage. Elle appliqua un rouge à lèvres nude doux et recula, observant son reflet. Elle avait l'air calme, contrôlée. À l'intérieur, elle était un pur chaos. Depuis le quasi-baiser de jeudi, David lui avait à peine parlé. Il était retourné travailler tard, évitant tout moment seul, toute conversation qui pourrait les ramener sur ce territoire dangereux où les lignes entre le réel et le faux s'estompaient complètement. Elle soupira, attrapa son petit sac à main et quitta la pièce. David l'attendait dans le salon, portant un costume gris foncé qui soulignait la largeur de ses épaules et la ligne ferme de son corps. Il vérifiait son téléphone, mais quand il l'entendit approcher, il leva les yeux et arrêta de respirer. Elle était d'une simplicité magnifique. Pas d'exagération, pas d'artifice. Juste elle. Et cela le détruisait d'une manière qu'il ne pouvait comprendre. « Tu es prête ?» demanda-t-il, la voix plus rauque que prévu. « Aussi prête que je le serai jamais », répondit-elle en essayant de sourire. Le dîner aurait lieu au manoir de la famille Whitmore, dans le nord de l'État de New York, à 2 heures de route de Manhattan. Ils firent le trajet dans un silence tendu, le chauffeur les guidant alors que la ville cédait la place à des paysages arborés et de vastes propriétés. Quand ils arrivèrent, Ar sentit son estomac se tordre. Le manoir était imposant, une structure de pierre et de verre qui semblait sortir d'un magazine d'architecture, entouré de jardins impeccablement entretenus et d'une fontaine ornementale à l'entrée. David l'aida à sortir de la voiture, sa main tenant fermement la sienne. « Ça va aller » murmura-t-il. «
Je serai à tes côtés tout le temps. Elle hocha la tête, reconnaissante pour le geste. À l'intérieur, la famille était déjà réunie dans la salle à manger, Elena présidant en bout de table aux côtés de son mari, Richard. Il y avait aussi les cousins de David, quelques cadres de l'entreprise, et Art se figea. Dans un coin de la pièce, discutant avec animation avec l'un des cousins de David, se trouvait Alexander Grant. Alexander. Son ami d'enfance. Le garçon qui avait grandi à côté d'elle dans le quartier modeste où elle avait passé son adolescence. Le premier amour innocent, le premier baiser volé derrière l'école. Ils avaient perdu contact il y a des années quand il était parti étudier à l'étranger, mais la connexion avait toujours été légère, affectueuse, nostalgique. Quand leurs yeux se rencontrèrent à travers la pièce, le visage d'Alexander s'illumina. Il s'excusa auprès du cousin de David et marcha rapidement vers Art, les bras ouverts. Ah! Mon Dieu! C'est vraiment toi? Il l'enveloppa dans une étreinte chaleureuse, la pressant contre sa poitrine avec une familiarité sincère. Elle rit, surprise et heureuse. Alex, qu'est-ce que tu fais ici? Je travaille avec les propriétés Whitmore maintenant. Je suis le nouveau directeur du développement durable, expliqua-t-il en se reculant un peu mais gardant ses mains sur ses épaules. Tu es magnifique, encore plus belle que dans mes souvenirs. Art sentit le rouge monter à ses joues. Merci. Tu as l'air en forme aussi. David observait tout, de près. Il regardait la façon dont l'homme touchait Art, la façon dont elle lui souriait à un sourire ouvert, authentique, sans les barrières qu'elle gardait toujours avec lui. La façon dont ses yeux brillaient en lui parlant, comme s'il était quelqu'un qui comptait vraiment. Quelque chose de sombre et violent se tordit dans la poitrine de David. Jalousie. Pure et incontrôlable. Il s'approcha, la mâchoire serrée, et plaça sa main possessivement sur la taille d'Art, l'attirant contre lui. Mon amour, dit-il, la voix basse mais chargée de quelque chose de dangereux. Tu ne me présentes pas ton ami? Art sentit le changement en lui immédiatement, la tension dans son toucher, la froideur dans sa voix. Elle regarda David, confuse, et vit quelque chose de féroce brûler dans ses yeux. David, voici Alexander Grant. Nous avons grandi ensemble. Alex, voici mon mari, David Whitmore. Les deux hommes se fixèrent, et l'air entre eux crépitait pratiquement d'une hostilité à peine dissimulée. Alexander tendit la main, et David la serra avec une force inutile. Enchanté, dit David, sans une once de sincérité. Le plaisir est pour moi, répondit Alexander, le sourire n'atteignant pas ses yeux. Art et moi avons une longue histoire. Nous sommes très proches. La main de David se resserra sur la taille d'Art. Elle faillit laisser échapper un hoquet de surprise. C'est intéressant, dit David, la voix dangereusement calme. Elle ne m'a jamais parlé de vous. Peut-être parce que certaines choses du passé sont trop intimes pour être partagées, provoqua Alexander, ses yeux glissant vers ceux d'Art avec une affection indubitable. David sentit quelque chose se briser en lui. La rationalité, le contrôle qu'il avait toujours maintenu. Tout s'effondra à l'idée que cet homme connaissait Art d'une manière qu'il ne connaîtrait jamais, qu'il l'avait touché, embrassé, peut-être aimé avant même que David ne sache qu'elle existait. Le dîner fut une torture. Art était assise entre David et Alexander, et chaque fois qu'Alexander se penchait pour chuchoter quelque chose de drôle à son oreille, chaque fois qu'elle riait de cette manière insouciante, David sentait la jalousie grandir comme une bête en cage. Il toucha à peine à sa nourriture. Ses yeux étaient fixés sur Art, observant chaque mouvement, chaque sourire, chaque contact décontracté qu'Alexander s'autorisait. Après le dîner, il y eut une petite réception dans la salle de bal du manoir, avec musique live et boissons. Art discutait avec quelques cousins de David quand Alexander s'approcha de nouveau, tendant la main. « Tu danses avec moi? Pour le bon vieux temps ?» Avant qu'Art ne puisse répondre, David apparut de nulle part, se plaçant entre eux. « Elle a déjà un partenaire, dit-il, la voix froide comme la glace. Alexander sourit, amusé. « Bien sûr. Désolé, je ne voulais pas causer de problème. » Mais David avait déjà saisi la main d'Art et l'avait entraînée sur la piste de danse. Il la tira contre lui avec force, sa main étalée dans son dos, pressant leur corps l'un contre l'autre de manière indubitable, possessive. La musique était lente, douce, mais ce qui vibrait entre eux était tout sauf doux. « David. Qu'est-ce qui te prend ?» chuchota Art,
essayant de garder la voix basse pour ne pas attirer l'attention. Il te regarde comme s'il voulait te dévorer, siffla David, ses yeux brûlants dans les siens. C'est juste un ami. Un ami? David rit sans humour. Il te regarde comme s'il te désirait encore. Comme s'il pensait avoir un droit sur toi. Arrêta de bouger, les yeux écarquillés. Et toi? Comment me regardes-tu, David? La question le prit au dépourvu. Il ouvrit la bouche, mais aucun mot ne sortit. Comment la regardait-il? Comme si elle était à lui. Comme si personne d'autre n'avait le droit de la toucher, de la faire sourire, de connaître les secrets qu'elle gardait. Comme s'il mourait d'envie de la revendiquer, de la marquer comme sienne de toutes les manières possibles. Mais il ne pouvait pas dire ça. Il ne devait pas. Au lieu de répondre, il la fit tourner et la ramena contre lui encore plus près, leurs hanches verrouillées ensemble, leurs cœurs battant l'un contre l'autre. Et pendant un instant, rien d'autre n'exista. Je te regarde, chuchota-t-il finalement, la voix rauque, comme si tu étais à moi. Complètement à moi. L'air quitta ses poumons. Elle leva les yeux et leurs regards se croisèrent. Sombre, intense, plein d'un désir qui ne pouvait plus être nié. Le monde autour d'eux disparut. La musique, les gens, tout devint un flou lointain. Il n'y avait que David, la tenant comme si elle était la seule chose qui importait dans l'univers entier. Et à ce moment-là, Arsukel était complètement perdu. Perdu en lui, dans son toucher, dans son regard, dans l'homme qui prétendait ne rien ressentir, mais qui la regardait comme si elle était tout. Le trajet de retour vers Manhattan fut un tourbillon silencieux d'émotions étouffées. David gardait les yeux fixés sur la fenêtre, regardant les lumières de l'autoroute passer en éclairs rapides, mais son esprit était entièrement focalisé sur la femme assise à côté de lui. Ar restait également silencieuse, les mains jointes sur ses genoux, serrant ses doigts assez fort pour blanchir ses jointures. La tension à l'intérieur de la voiture était presque palpable, comme un orage sur le point d'éclater. Quand ils arrivèrent enfin aux Pentouzes, il était plus de minuit. L'appartement était plongé dans la pénombre, seule la lumière de la ville traversant les baies vitrées créait des motifs argentés sur le sol poli. Ar rentra la première, retirant ses talons et les laissant près de la porte. Ses pieds nus touchèrent le sol froid, et elle soupira de soulagement, mais la tension restait, un poids sur sa poitrine qui l'empêchait de respirer correctement. David ferma la porte derrière lui et resta immobile un moment, l'observant. Elle lui tournait le dos, les épaules tendues, la tête légèrement baissée. Même à distance, il pouvait sentir la frustration émaner d'elle par vagues. Ah, commença-t-il, mais elle l'interrompit. Tu n'avais aucun droit, dit-elle, la voix basse mais chargée d'émotion. Elle se tourna pour lui faire face, ses yeux brillants de colère et d'autre chose. De blessure. Tu n'avais aucun droit d'agir de cette façon avec Alexander. Je jouais mon rôle, rétorqua David, enlevant sa veste et la jetant sur le canapé avec plus de force que nécessaire. Ou as-tu oublié que nous faisons semblant d'être un couple? Faire semblant? Elle rit, mais le son était vide de joie. Alors tout ça n'était que de la comédie. La façon dont tu me tenais, la façon dont tu me regardais, comme si j'étais vraiment tienne. David déboutonna les premiers boutons de sa chemise, essayant de respirer, essayant de maintenir le contrôle qui lui glissait entre les doigts. Qu'est-ce que tu veux que je dise? La vérité. Ar fit un pas vers lui, les yeux brûlants. Au moins, donne-moi de l'honnêteté. Dis que c'était juste un spectacle. Dis que ça ne signifiait rien. Il la fixa. Sa mâchoire se crispa, les muscles de son cou tendus. Il pourrait dire ça. Il pourrait mentir, la repousser, les protéger tous les deux du chaos qui approchait. Mais quand il ouvrit la bouche, les mots qui sortirent furent complètement différents. Je ne peux pas, admit-il, la voix rauque, brisée. Je ne peux pas dire que ça ne signifiait rien, quand chaque fois que je vois un autre homme te regarder, j'ai envie de lui arracher les yeux. Quand chaque fois que tu souris à quelqu'un d'autre, j'ai l'impression de perdre quelque chose que je n'ai jamais eu le droit d'avoir. Ar se figea, les yeux écarquillés. David. Tu me rends fou, continua-t-il, faisant des pas envers elle, comme un prédateur approchant. Depuis le moment où tu es entré dans mon bureau, depuis le premier contact, j'ai essayé de résister. J'ai essayé de garder mes distances. Mais chaque fois que tu es près de moi, chaque fois que je sens la lavande dans l'appartement, chaque fois que j'entends ta voix, je perds le contrôle.
Elle recula instinctivement, mais il continua d'avancer jusqu'à ce que son dos touche le mur froid. Il plaça ses mains de chaque côté de sa tête, la piégeant mais sans la toucher. Pourtant, l'espace entre leurs corps était minime, chargé d'électricité et de désirs réprimés. Alors dis-moi, chuchota Théil, le visage à quelques centimètres du sien. Qu'est-ce que tu veux de moi, ah? Tu veux que je prétende que ce n'est que du business? Que je fasse semblant de ne pas penser à toi chaque soir avant de dormir? Que je fasse semblant de ne pas vouloir te toucher de toutes les manières dont un homme peut toucher une femme? Son cœur battait si fort qu'elle était sûre qu'il pouvait l'entendre. Ses jambes étaient faibles, tremblantes, mais elle leva le menton, refusant de détourner le regard. Non, chuchota Théil. Je ne veux plus que tu fasses semblant. Quelque chose se brisa en lui. David saisit son visage à deux mains, lui releva la tête et, enfin, leurs bouches se rencontrèrent. Ce baiser fut une explosion. Tout le désir refoulé, toute la tension accumulée au fil des semaines, tout remonta à la surface dans un baiser à la fois désespéré et d'une intimité bouleversante. Il l'embrassait comme s'il mourait de soif et qu'elle était l'eau vive. Comme s'il voulait la mémoriser, la consumeur, l'intégrer à sa propre chair. Sa bouche se mouvait sur la sienne avec faim, avec besoin, avec une passion dont aucun d'eux ne soupçonnait l'existence. Arès répondit avec la même intensité. Ses mains remontèrent le long du torse de David, sentant les muscles tendus sous le tissu fin de sa chemise, puis glissèrent jusqu'à sa nuque, ses doigts s'en mêlant dans ses cheveux sombres pour le tirer plus près. Il grogna contre sa bouche, un son sourd et guttural qui se répercuta dans le corps de la jeune femme comme une onde de choc. Les mains de David descendirent de son visage vers son cou, puis vers ses épaules, explorant, découvrant, marquant son territoire. Elle cambra son corps contre lui, et David sentit ses courbes douces se presser contre son torse. Cela faillit le briser. Il approfondit le baiser, sa langue glissant contre la sienne, goûtant, explorant, revendiquant. Arès laissa échapper un soupir brisé qu'il captura de sa bouche, le transformant en quelque chose de plus, en une promesse, un désir, un abandon. Ses mains descendirent le long de son dos, sentant la chaleur de sa peau à travers le tissu de sa robe. Il la serra davantage, éliminant tout espace entre eux, et lorsque leurs hanches se scellèrent, ils frissonnèrent tous deux face à l'intensité de la sensation. Arès, murmura-t-il contre sa bouche, la voix rauque, presque méconnaissable. Si tu veux que je m'arrête. Dis-le maintenant. Elle ouvrit les yeux, et il y vit tout ce qu'il avait besoin de savoir. Le désir. Le besoin. L'abandon. Ne t'arrête pas, chuchota Théil. N'ose surtout pas t'arrêter. Il la souleva dans un mouvement fluide, elle enroula ses jambes autour de sa taille et ses bras autour de son cou. Il la porta le long du couloir sans cesser de l'embrasser, des baisers profonds et affamés qui volaient l'air de leurs poumons. Arrivé dans la chambre, il la déposa sur le lit avec précaution, comme si elle était une chose précieuse et fragile, mais le regard qu'il posait sur elle n'avait rien de délicat. Il y resta un instant immobile, à la contempler, les cheveux étalés sur l'oreiller, les lèvres gonflées par leurs baisers, les yeux brillants de désir. Elle était la plus belle chose qu'il eût jamais vue. « Tu es magnifique », murmura-t-il, la voix chargée de révérence. Elle tendit la main et il la saisit, entrelaçant leurs doigts. Puis, lentement, il se pencha sur elle, soutenant son poids sur ses coudes pour ne pas l'écraser. Leurs regards se croisèrent dans la pénombre et, pendant un long moment, aucun d'eux ne bougea. Ils respiraient simplement à l'unisson, cœurs battant au même rythme, âmes se reconnaissant l'une l'autre. Puis il l'embrassa à nouveau, mais cette fois c'était différent, plus lent, plus profond, comme s'ils avaient tout le temps du monde. Ses mains l'exploraient avec vénération, glissant le long de ses bras, de sa taille, de ses hanches. Chaque contact était une découverte, chaque soupir une révélation. Arès cambra le dos lorsque les lèvres de David descendirent le long de son cou, déposant de doux baisers sur la ligne délicate menant à sa clavicule. Elle ferma les yeux, se perdant dans la sensation, dans ses mains traçant des motifs sur sa peau, dans sa bouche vénérant chaque centimètre qu'elle atteignait. David, souffla Théil, ses doigts glissant sur ses larges épaules, sentant la force contenue, la tension d'un homme essayant de se contrôler alors qu'il ne voulait que se perdre complètement. « Je suis là », murmura-t-il contre sa peau, d'une voix douce et rassurante. « Je suis juste là. » Et cette nuit-là, dans le silence de la chambre éclairée seulement par les lumières de la ville, ils se donnèrent l'un à l'autre, non pas dans le cadre d'un contrat, non pas comme une affaire commerciale, mais comme deux personnes cessant enfin de lutter contre l'inévitable. Chaque toucher était une promesse, chaque baiser une confession,
chaque soupir un aveu. Lorsqu'ils s'allongèrent enfin dans les bras l'un de l'autre, la respiration encore rapide, les corps entrelacés sous les draps, Arès posa sa tête sur la poitrine de David, écoutant le rythme apaisant de ce cœur qui battait pour elle. Ce n'était pas censé se passer comme ça, chuchota Théel dans l'obscurité. David passa ses doigts dans ses cheveux, avec douceur et tendresse. Je sais. Mais je n'ai jamais rien voulu d'autre, admit-elle, la voix tremblante. Il la serra plus fort, embrassant le sommet de sa tête. Moi non plus. À cet instant, ils surent tous deux qu'ils avaient franchi une ligne dont il n'y avait pas de retour. La lumière du matin traversa les rideaux ouverts, baignant la pièce de douces teintes dorées. Arès s'éveilla lentement, sentant la chaleur d'un corps contre le sien, un bras puissant enroulé autour de sa taille, le souffle calme de David contre sa nuque. Pendant un instant, elle resta parfaitement immobile, se contentant de ressentir le poids de son bras, son odeur, quelque chose de boisé, de masculin, de réconfortant, le son de son cœur battant en phase avec le sien. Elle tourna légèrement le visage et le trouva déjà réveillé, l'observant avec une intensité qui lui noua l'estomac. « Bonjour » murmura-t-il, la voix encore rauque de sommeil. « Bonjour » chuchota Théel en retour. Ils restèrent ainsi de longues minutes, à se regarder, comme s'ils mémorisaient chaque détail, chaque ligne, chaque expression. Il n'y avait aucune urgence, aucun monde extérieur. Il n'y avait que deux, suspendus dans cet instant parfait. David leva la main et caressa son visage du revers des doigts, traçant la ligne de sa mâchoire, la courbe de sa joue, ses lèvres douces. Arès ferma les yeux sous ce contact, un soupir lui échappant. « Es-tu réel » demanda-t-il, si doucement qu'elle l'entendit à peine. Elle ouvrit les yeux et découvrit une vulnérabilité inédite dans les siens. David Whitmore, l'homme qui contrôlait tout, qui commandait des empires, qui ne montrait jamais de faiblesse, la regardait comme si elle était la seule chose réelle dans un monde d'illusions. « Je suis réel » promit-elle en plaçant sa main sur la sienne pour la presser contre sa joue. « Et toi aussi. » Il se pencha et l'embrassa, lentement, doucement, comme s'il avait l'éternité pour la savourer. Ce n'était pas le baiser désespéré de la veille, c'était quelque chose de plus profond, de plus vrai, une promesse scellée dans le silence. Lorsqu'ils se séparèrent, Arès s'allongea contre son torse, ses doigts traçant des motifs paresseux sur sa peau chaude. « Qu'est-ce qu'on fait maintenant » demanda-t-elle, la voix chargée d'incertitude. David garda le silence un moment, réfléchissant. Puis il dit, « On fait ce qui nous semble juste. Pas de plan, pas de contrat. Juste. Nous. » Elle sourit contre sa poitrine. « Tu peux faire ça ? Vivre sans plan ?» Il rit, un son grave et sincère qui résonna dans son torse. « Pour toi, j'essaierai. » Les jours qui suivirent furent comme un rêve. David commença à rentrer plus tôt, apportant des fleurs, toujours différentes, toujours choisies à la main, des roses couleur pêche, des lys blancs, des tulipes jaunes. Il les tendait à Arès avec un demi-sourire timide, comme s'il n'était pas sûr de bien faire, et elle le remerciait toujours d'un baiser tendre qui se transformait en quelque chose de plus profond, de plus nécessaire. Ils cuisinaient ensemble, ou du moins essayaient. David était une catastrophe en cuisine, brûlant tout ce qu'il touchait, mais Arès riait et lui apprenait patiemment, guidant ses mains, corrigeant ses erreurs par des baisers volés et des contacts qui n'étaient jamais vraiment innocents. Le soir, après le dîner, il s'asseyait sur le canapé. Arès se blottissait contre lui pendant qu'il lisait à haute voix. De la poésie, des romans, même des articles d'architecture qu'elle faisait semblant de comprendre, juste pour entendre sa voix. Et quand la nuit tombait vraiment, ils se donnaient à nouveau l'un à l'autre. Chaque fois était une découverte. Chaque contact une révélation. Un vendredi soir, 3 semaines après cette première nuit, David rentra plus tôt que d'habitude. Arès était sur le balcon, arrosant les plantes sous la douce lumière du crépuscule, vêtu seulement d'un de ses t-shirts trop grands et d'un short court. Il s'arrêta dans l'encadrement de la porte, l'observant en silence. Elle était si concentrée, fredonnant doucement, totalement inconsciente qu'il la regardait comme si elle était la chose la plus précieuse au monde. « Tu es toujours en train de prendre soin de quelque chose, » dit-il, la faisant sursauter. Arès porta la main à sa poitrine. « David, tu m'as fait peur. » Il sourit, un sourire franc qui illumina tout son visage. « Désolé, je n'ai pas pu résister. » Elle posa l'arrosoir et marcha vers lui, ses pieds nus faisant de petits bruits doux sur le sol du balcon. « Tu es rentré tôt. » « Je voulais être avec toi » admit-il en l'attirant contre lui,
enroulant ses bras autour de sa taille. Je veux toujours être avec toi. Elle renversa la tête en arrière, plongeant son regard dans le sien. David Whitmore, tu deviens romantique, et tu me transformes en quelqu'un que je ne reconnais pas, ça ne me dérange pas le moins du monde, murmura-t-il en se penchant pour embrasser son cou, semant de doux baisers jusqu'à son oreille. Ares sentit tout son corps s'embraser. Elle se retourna dans ses bras et le tira par sa chemise, amenant sa bouche sur la sienne dans un baiser profond, chargé de promesses. Il la souleva sans effort, et elle enroula ses jambes autour de sa taille. Sans rompre le baiser, il la porta à l'intérieur, traversant le salon jusqu'à la chambre. La lumière du soir entrait par les fenêtres ouvertes, baignant la pièce de nuances orange et rose. David la déposa sur le lit avec précaution et resta un instant debout, simplement à la regarder. « Tu es si belle » chuchota-t-il, la voix chargée d'émotion. « Si parfaitement belle que parfois, ça fait mal de te regarder. »« Alors ne regarde pas Ressent » répondit-elle en lui tendant la main. Il la prit, entrelaçant leurs doigts, et se pencha sur elle, s'appuyant sur ses bras. Il l'embrassa de nouveau, lentement, profondément, comme s'il voulait mémoriser son goût, sa texture. Sa main glissa le long de son flanc, explorant chaque courbe avec vénération. Il souleva l'ourlet de son t-shirt, dévoilant sa peau 12 cm par centimètre, ses lèvres suivant le chemin tracé par ses mains. Ares cambra le dos, ses doigts s'emmêlant dans les cheveux de David. Chaque contact allumait un feu sur sa peau, chaque baiser laissait une marque invisible qu'elle savait indélébile. « David » murmura-t-elle, la voix tremblante de besoin. « Je suis là » promit-il en se redressant pour la regarder dans les yeux. « Je serai toujours là. » Puis, avec des mouvements lents et délibérés, il la déshabilla complètement, révélant chaque parcelle de peau qu'il allait vénérer de ses mains, de sa bouche, de tout son être. Elle fit de même, déboutonnant lentement sa chemise, la faisant glisser de ses larges épaules, laissant ses mains explorer son torse musclé, ses bras puissants, chaque ligne qu'elle connaissait déjà par cœur mais qu'elle ne se lassait jamais de redécouvrir. Lorsque leurs corps s'unirent enfin, ce fut avec une lenteur torturante, chaque centimètre une révélation, chaque mouvement une promesse. David l'observait intensément, ses yeux sombres brûlant dans les siens, captant chaque expression qui traversait son visage. Plaisir, vulnérabilité, amour. « Tu es à moi » murmura-t-il, bougeant en elle avec un rythme lent, profond, dévastateur. « Complètement à moi. » Oui, halta-t-elle, ses ongles griffant légèrement son dos, le marquant comme sien à son tour. « Seulement à toi. » Ils bougèrent en parfaite synchronisation, corps entrelacés, souffle mêlé, âme fusionnant en quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes. Le plaisir monta lentement, une vague croissante qui menaçait de les engloutir. Ares sentait chaque terminaison nerveuse en feu, chaque toucher amplifié 1000 fois, et lorsqu'elle atteignit enfin le sommet, ce fut avec son nom sur les lèvres, les yeux fixés sur les siens, le regardant se briser en même temps qu'elle. David la serra fort alors que l'extase les frappait, l'embrassant profondément, absorbant chaque son, chaque tremblement, chaque soupir brisé. Après, quand les tremblements se furent apaisés, il roula sur le côté, l'attirant dans ses bras. Elle posa sa tête sur son torse, écoutant le son calme de ce cœur qui ne battait que pour elle. « Ares » dit-il, la voix douce dans l'obscurité grandissante. « Je t'aime. » Elle se figea. Les mots restèrent suspendus dans l'air, lourds de sens, de vérité, d'inévitabilité. Elle leva la tête, plongeant son regard dans le sien. « Qu'est-ce que tu as dit ?» Il caressa son visage tendrement. « Je t'aime. Je sais que ça n'était pas censé arriver, je sais que ce n'était qu'un contrat, mais quelque part au milieu de tout ça, tu es devenu la chose la plus réelle de ma vie, et je ne peux plus faire semblant de ne pas le ressentir. » Les larmes remplirent les yeux d'Ares, des larmes de bonheur, de soulagement, d'amour réciproque. « Je t'aime aussi » chuchota-t-elle, la voix brisée par l'émotion. Depuis ce premier contact, depuis ce premier regard, je l'ai su. Il la tira contre lui, embrassant son front, son nez, et enfin ses lèvres, un baiser doux, plein de promesses et d'éternité. Là, enveloppés dans les draps, avec la ville illuminée en contrebas comme témoin silencieux, ils scellèrent une promesse qu'aucun contrat ne pouvait contenir. Ce qui avait commencé comme un mensonge était devenu la vérité la plus profonde et la plus pure qu'ils aient jamais connue. 6 mois avaient passé depuis cette déclaration. 6 mois de bonheur qui semblaient presque trop beaux pour être vrais. Ils avaient transformé le Penthouse en un véritable foyer, avec des plantes dans chaque coin, des photos d'eux souriant sur les étagères, et une chaleur qui n'avait jamais existé auparavant.
Arès se réveillait chaque matin dans ses bras, ils prenaient le petit déjeuner ensemble, partageaient des secrets, riaient de choses stupides. David avait même commencé à l'aider à la pépinière le week-end, se salissant les mains, apprenant le nom de chaque plante, l'écoutant parler avec passion de croissance, de vie et de renouveau. Il n'avait jamais été aussi heureux. Mais le bonheur, comme Arès l'avait appris tout au long de sa vie, est toujours fragile. Tout s'effondra un jeudi après-midi. Arès était à la pépinière, vérifiant une grosse commande d'orchidées, quand son téléphone sonna. Numéro inconnu. Elle répondit tout de même. Allô? Arès Morgan? Une voix de femme, professionnelle, froide. Oui, c'est elle. Je m'appelle Jennifer Clark. Je suis journaliste au Manhattan Tribune. Je fais un reportage sur les mariages de convenance au sein de l'élite new-yorkaise, et j'aimerais vous poser quelques questions sur votre arrangement avec David Whitmore. Le sang d'Arès se glaça dans ses veines. Arrangement? Je ne vois pas de quoi vous parlez. Allons, Madame Whitmore. J'ai des copies du contrat original. 1 an de faux mariage en échange d'argent pour sauver l'entreprise familiale. Très intéressant, n'est-ce pas? Surtout quand on sait que David devait se marier pour garder le contrôle de la société. Arès sentit le sol se dérober sous ses pieds. Qui vous a donné ça? Une source fiable. Quelqu'un de proche de la famille Whitmore qui pense que le public mérite de savoir la vérité. Helena. Il fallait que ce soit elle. Pas de commentaire, dit Arès en raccrochant d'une main tremblante. Elle tenta d'appeler David immédiatement, mais tomba sur sa messagerie. Encore et encore. Rien. 2 heures plus tard, l'article était en ligne. Le faux mariage du PDG, David Whitmore et la mascarade derrière l'Empire. L'article détaillait tout, le contrat, les montants versés, et montrait même des photos d'eux au gala, légendées de spéculations sur l'authenticité de chaque geste. Arès lut le tout, les larmes coulant sur son visage, non pas à cause de l'humiliation publique, mais parce qu'elle savait ce que cela signifiait pour David. Il valorisait son contrôle, sa vie privée, sa réputation par-dessus tout. Et maintenant, tout cela était déchiqueté dans les pages d'un tabloïd. Lorsqu'elle arriva enfin aux Pentouzes, il faisait nuit. David était là, debout devant les baies vitrées, mains dans les poches, épaules tendues. Il ne se retourna pas quand elle entra. David, appela-t-elle, la voix tremblante. J'ai vu l'article, dit-il. Sa voix était froide, vide, complètement différente de l'homme qu'il avait embrassé avec tant d'amour ce matin-là. J'ai essayé de t'appeler. Alexander m'a appelé aujourd'hui, l'interrompit-il, toujours sans se retourner. Il voulait savoir si j'allais bien, voulait t'offrir son soutien. Très aimable de sa part, tu ne trouves pas? Arès se figea. David, qu'est-ce que tu insinues? Il se retourna enfin, et ce qu'elle vit dans ses yeux la détruisit. La colère, la douleur, la trahison. Il savait, dit David, d'un calme dangereux. Alexander était au courant pour le contrat, et c'est lui qui a fait fuiter l'info à la presse. Non, démentit Arès en secouant la tête. Alex ne ferait jamais ça. Vraiment? David fit un pas vers elle, le regard brûlant. Il t'a toujours voulu, Arès. Tu ne voyais pas? La façon dont il te regardait au dîner? Comment il trouvait des excuses pour te voir au bureau? Il attendait le bon moment pour détruire ce que nous avons. David, tu es irrationnel. Irrationnel? Il rit, mais le son était vide d'humour. Tu as reçu un message de lui aujourd'hui, n'est-ce pas? Arès sentit son estomac se nouer. Oui, Alexander avait envoyé un message cet après-midi-là pour prendre des nouvelles, offrir son aide, mais ce n'était qu'un ami inquiet. C'était juste un message de soutien. De soutien? David saisit son propre téléphone et lui montra l'écran. Une photo, Arès et Alexander discutant devant un café 3 jours plus tôt. C'était complètement innocent, ils s'étaient croisés par hasard, mais sur la photo, avec cet angle, cela ressemblait à quelque chose de plus. Cela semblait intime. Quelqu'un m'a envoyé ça aujourd'hui, dit David, la voix tremblante de rage contenue. Avec la suggestion que peut-être tu étais plus intéressé par ton ami d'enfance que par le mari que tu as acheté. Les mots furent comme une gifle. Comment oses-tu, chuchota Arès, les larmes coulant librement maintenant. Comment oses-tu m'accuser de ça après tout ce que nous avons vécu, tout ce que nous avons partagé? Alors dis-moi la vérité.
cria David, perdant finalement le contrôle. Dis-moi qu'il n'y a rien entre vous deux, dis-moi qu'il ne signifie rien. C'est mon ami. Hurla Arès en retour. C'est tout. Mais tu es tellement aveuglé par la jalousie, tellement obsédé par le contrôle, que tu ne peux pas voir la différence. Alors pourquoi ne m'as-tu pas parlé de ce café? Parce que ce n'était rien. Parce que je ne pensais pas devoir te rapporter chaque détail de ma vie. Le silence tomba entre eux, lourd comme une chape de plomb. David passa une main dans ses cheveux, la frustration et la douleur gravées sur son visage. Peut-être que c'était ça le problème depuis le début. Peut-être que tout ça a été une erreur. Arès sentit son cœur voler en éclats. Une erreur? Tu appelles ce que nous avons une erreur? Ce que nous avons a été construit sur un mensonge, dit-il, la voix basse mais coupante comme du verre. Un contrat, de l'argent, de la convenance. Peut-être que ça n'a jamais été réel. Ne dis pas ça, murmura-t-elle, la voix brisée. Tu sais que c'est réel. Tu sais ce que nous ressentons. Je ne sais plus rien, l'interrompit-il en lui tournant le dos. Je pense que tu devrais partir. Quoi? Le contrat se termine dans 6 mois, mais on ne peut pas continuer comme ça. Je ne peux pas, va-t'en, Arès. Juste. Pars. Elle resta là, tremblante, les larmes coulant sans retenue. Une part d'elle voulait hurler, se battre, le forcer à la regarder et à voir la vérité. Mais l'autre part, trop brisée pour continuer, savait qu'il avait pris sa décision. Les mains tremblantes, elle alla dans la chambre, prit le strict nécessaire et le mit dans une valise. Chaque mouvement était mécanique. Lorsqu'elle revint au salon, David lui tournait toujours le dos, regardant par la fenêtre. Elle s'arrêta à la porte, attendant qu'il se retourne, qu'il l'empêche de partir. Mais il ne bougea pas. Je t'aime, chuchota-t-elle, si bas que c'était à peine audible. Et je continuerai de t'aimer même si tu ne le crois jamais. Puis elle partit. La porte se referma derrière elle avec un clic doux, et David s'autorisa enfin à s'effondrer. Il tomba à genoux, les mains couvrant son visage, des sanglots déchirant sa poitrine. L'appartement était vide, complètement vide, sans l'odeur de lavande, sans le son de son rire, sans la lumière qu'elle apportait juste en existant. Il regarda les plantes qu'elle avait laissées, qui allaient commencer à dépérir sans ses soins, le lit où ils avaient partagé tant de nuits, la cuisine où ils avaient ri en brûlant des dîners, et il réalisa trop tard qu'il avait détruit la seule chose qui comptait vraiment. Il avait perdu la femme qui le faisait se sentir vivant, et cette fois, aucun contrat ne pourrait la ramener. 3 mois passèrent. 3 mois qui semblèrent une éternité. David s'enterra dans le travail, passant 16, 18 heures par jour au bureau pour échapper au vide qui consumait sa vie. Mais rien ne comblait le trou laissé par Arès. Le Penthouse était resté tel quel. Il n'avait touché à rien. Les plantes étaient mortes maintenant, mais il ne pouvait se résoudre à les jeter. C'étaient les dernières traces d'elle. Il dormait sur le canapé, incapable d'entrer dans la chambre qui sentait encore son parfum. Puis, un lundi gris, tout changea. Alexander entra dans le bureau de David sans prévenir. « Il faut qu'on parle », dit Alexander en fermant la porte. David ne leva même pas les yeux de ses documents. « Je n'ai rien à te dire. »« Eh bien moi, j'ai beaucoup de choses à te dire. » Alexander s'approcha du bureau, les mains posées sur l'acajou poli. « Tu es un idiot, Whitmore. » David leva les yeux, le regard plissé. « Surveille tes paroles. »« Pourquoi? Tu vas me virer? Vas-y. Mais d'abord, tu vas m'écouter. Je n'ai pas fait fuiter l'histoire. Je ne ferai jamais ça à Arès. Si tu avais arrêté de penser avec ton ego blessé une seconde, tu l'aurais réalisé. » David garda le silence, la mâchoire serrée. « C'était Éléonore, » continua Alexander. « Ta chère tante. Elle a engagé un détective privé qui a piraté les emails de ton avocat. Elle voulait te détruire, détruire le mariage, prendre le contrôle de la société. Et tu l'as laissé faire. » Le sang de David se glaça. « Comment sais-tu cela? » Parce que j'ai enquêté. Contrairement à toi, je tiens assez à Arès pour chercher la vérité au lieu de l'accuser. Alexander se pencha, les yeux brûlants. « Je l'aime, David. Depuis toujours. Mais pas comme tu le penses. C'est ma meilleure amie. Ma sœur en tout sauf par le sang. J'aurais donné ma vie pour la voir heureuse. Et elle l'était.
Avec toi. David sentit quelque chose se briser en lui. Est-ce qu'elle va bien? Bien? Alexander rit jaune. Elle est anéantie, David. Elle est retournée à la pépinière, travaille jusqu'à l'épuisement, mange à peine, dort à peine. Elle sourit aux clients, mais quiconque la connaît vraiment voit qu'elle ne fait que survivre. La douleur que ressentit David fut physique. La culpabilité lui écrasa la poitrine. Et toi, poursuivit Alexander impitoyable, tu es là, noyé dans ton apitoiement, trop fier pour admettre que tu as fait la plus grande erreur de ta vie. Je sais, murmura David, la voix brisée. Je sais que j'ai tout gâché. Alors répare ça. David ouvrit les yeux, fixant Alexander. Comment? Comment réparer quelque chose que j'ai brisé si complètement? Tu vas la voir. Sans fierté, sans ego. Tu te mets à genoux et tu supplies son pardon. Et si elle te renvoie, ce qui est possible, tu l'acceptes. Mais au moins, tu auras essayé. David resta silencieux un long moment, puis hocha la tête. Tu as raison. Alexander se dirigea vers la porte, mais se retourna une dernière fois. Et David? Si tu obtiens une seconde chance avec elle, ne gâche pas tout. Parce que la prochaine fois, il n'y aura pas de retour possible. 2 jours plus tard, David gara sa voiture devant la pépinière familiale Morgan. C'était un samedi ensoleillé. Il vit Arès à travers les vitres. Elle portait un jean délavé, un simple t-shirt vert et des gants de jardinage. Il y avait de la terre sur ses joues. Elle souriait à un client âgé, mais David vit ce que les autres ne voyaient pas, le sourire n'atteignait pas ses yeux. Elle semblait éteinte. Il prit une profonde inspiration et entra. La clochette tinta. Arès leva les yeux. En le voyant, elle se figea, blêmie, manqua de s'effondrer, puis remit son masque professionnel en place. « Je peux vous aider ?» demanda-t-elle d'une voix neutre. David s'approcha doucement, comme on approche un animal effrayé. « Arès, peut-on parler ?»« Je travaille » répondit-elle en détournant le regard. « Si tu veux acheter quelque chose. »« Je ne suis pas venu acheter. »« S'il te plaît, juste 5 minutes. » Elle hésita, puis soupira, retira ses gants et l'emmena vers une petite zone réservée au fond de la pépinière. « Qu'est-ce que tu veux, David ?» Il la regarda vraiment, notant les cernes, la perte de poids, la tristesse qui émanait d'elle. « Je suis venu m'excuser » commença-t-il, la voix rauque. « Pour ce que j'ai dit, pour t'avoir accusé, pour ne pas t'avoir fait confiance. »« Merci pour les excuses, » dit-elle froidement. « Accepté. »« Maintenant, si ça ne te dérange pas, j'ai démissionné, » l'interrompit-il. Arès s'arrêta, les yeux écarquillés. « Quoi? » J'ai démissionné de mon poste de PDG. J'ai renoncé au contrôle de l'entreprise. Elena peut tout avoir. Je m'en fiche désormais. Pourquoi? Murmura-t-elle, confuse. Cette entreprise était tout pour toi. Non, dit-il en faisant un pas vers elle. Je pensais qu'elle l'était. Mais tu es entré dans ma vie et tu m'as montré ce qui compte vraiment. Ce ne sont pas les empires ou les héritages. C'est se réveiller près de la personne qu'on aime. C'est construire quelque chose ensemble. C'est rire, se disputer, se réconcilier. C'est toi. Les larmes montèrent aux yeux d'Arès. Tu m'as fait mal, David. Tu m'as accusé de choses horribles. Tu ne m'as pas fait confiance. Je sais. Je porterai cette culpabilité toute ma vie. Mais Arès, j'avais peur. Peur de te perdre, peur que ce que nous avions soit trop beau pour être vrai. Quand tout a explosé, j'ai paniqué. J'ai attaqué avant d'être attaqué. Et j'ai détruit ce qui comptait le plus. Et pourquoi devrais-je croire que tu as changé? Il sortit une clé de sa poche et la plaça dans sa main. C'est la clé de la pépinière, celle que tu as rendue en partant. Je l'ai gardée tout ce temps. Ce n'est pas juste une clé, Arès. C'est une promesse. Je ne suis pas venu te demander de revenir aux Pantous pour être ma fausse femme. Je suis venu te demander de me laisser construire un foyer. Avec toi. Pour de vrai. Sans contrat. Juste nous. David. Le seul foyer où je veux être, murmura-t-il les yeux brillants, c'est celui où tu es. Arès ferma les yeux, laissant enfin couler ses larmes.
3 mois de douleur remontaient à la surface. « Est-ce que tu m'aimes encore » demanda-t-il, la voix presque inaudible. Elle ouvrit les yeux. Elle vit l'homme qui l'avait blessée, mais aussi celui qui l'avait aimée avec une intensité destructrice. Elle vit le regret, l'amour, et réalisa que son cœur battait toujours pour lui. Elle ne répondit pas par des mots. Elle fit un pas et l'embrassa. Un baiser plein de larmes, de pardon et d'espoir. David l'enveloppa de ses bras, la pressant contre lui pour ne plus jamais la lâcher. « Je t'aime » murmura-t-il contre sa bouche. « Je passerai le reste de ma vie à te le prouver. »« Je t'aime aussi » répondit-elle. « Je t'ai toujours aimé. » Et cette fois, il surent qu'il n'y aurait plus de fuite, plus de mensonges. Seulement la vérité de deux cœurs ayant appris que l'amour vrai n'est pas parfait, mais qu'il vaut chaque larme, car c'est lui qui nous ramène à la maison. 1 an plus tard, le soleil inondait la petite maison qu'ils avaient construite ensemble près de la pépinière. Pas de marbre italien, mais de la lumière, des plantes suspendues, une odeur de lavande et de romarin. Un vrai foyer. Arès se réveilla au chant des oiseaux et à la chaleur des bras de David. « Bonjour, Madame Whitmore » murmura-t-il en embrassant son front. « Bonjour, Monsieur Whitmore. » Il s'était remarié 3 mois plus tôt, sans contrat, lors d'une cérémonie intime dans le jardin. Arès portait une robe simple en dentelle. Leurs vœux venaient du cœur. « Je promets de t'aimer les bons jours comme les mauvais. De construire un foyer où notre amour grandira comme tes plantes. » Et Arès avait répondu, « Je promets d'être ta lumière quand l'obscurité viendra. Je promets de te rappeler que notre histoire n'a pas commencé par un contrat, mais au moment où nos regards se sont croisés. » Dans le lit, Arès posa la main sur son ventre légèrement arrondi. 5 mois. David posa sa main sur la sienne, sentant le petit mouvement sous la peau. « Elle bouge encore » chuchota-t-il émerveillé. « C'est une fille, j'en suis sûr. »« Avec tes yeux. » David avait ouvert un petit cabinet d'architecture spécialisé dans le durable et le résidentiel. Il concevait des maisons pour y vivre, pas des structures vides. La pépinière prospérait. Le père d'Arès était rétabli. Alexander était resté leur ami et fréquentait une architecte charmante. Ce samedi matin, ils prirent le petit déjeuner sous le porche. David lisait un article sur le design biophilique, Arès arrosait. « Tu sais que tu pourrais engager quelqu'un pour faire ça » dit David. « Et rater le meilleur moment de ma journée ? Jamais. » Il la regarda avec cet amour qui la faisait se sentir unique. « Viens là. » Il la prit sur ses genoux. « Es-tu heureuse ? Plus que je n'ai jamais rêvé de l'être. Et toi ? Je ne savais même pas que ce bonheur existait avant toi. Tu m'as appris à construire ce qui compte vraiment. » Le soir venu, assis dans un grand hamac sous les étoiles, David lisait de la poésie à voix haute. Elle marche dans la beauté, pareille à la nuit de climat sans nuages et de cieux étoilés. Arès sourit, la tête sur son torse. « Tu sais que je ne comprends pas la moitié de ce que tu lis ? Ça n'a pas d'importance. J'aime juste te lire. » Après un silence paisible, Arès dit, « David. Merci. » Pourquoi ? De t'être battu pour nous. De m'avoir montré que l'amour vaut le risque. Il la serra plus fort. Tu m'as sauvé, Arès. Je vivais, mais je n'étais pas vivant. Ils s'embrassèrent sous les étoiles. Ce n'était pas un mensonge devenu amour, c'était l'amour qui avait toujours été là, attendant le courage d'être vécu. 2 ans plus tard, ils auraient 2 enfants, une fille aux yeux ambrés et un garçon aux yeux sombres. La maison serait pleine de rires et de chaos heureux. David construirait des cabanes dans les arbres, et chaque soir, il lirait de la poésie à Arès. Ils avaient appris que le véritable amour n'est pas l'absence d'erreur, mais le courage de recommencer après elle. David avait cessé d'être l'homme qui contrôlait tout pour devenir celui qui s'abandonnait complètement. Car parfois, le plus grand risque n'est pas de donner son cœur, c'est de ne jamais avoir le courage d'essayer. Et vous ? Quelle histoire d'amour attend votre courage pour être vécue ? Si cette histoire a touché votre cœur, abonnez-vous à la chaîne, laissez un like et devenez membre pour un accès anticipé aux prochaines histoires. Et si vous avez vraiment aimé, pensez au bouton au Super Thanks. Votre geste fait toute la différence.